Heureux de vous retrouver encore une fois sur votre chaîne Smart SVT, la chaîne des sciences de la vie et de la Terre intelligente. Dans cette vidéo, je vais vous proposer la correction détaillée, comme toujours, d'un exercice sur les ordures ménagères et le lixivia, l'exercice qui a été donné à l'examen national de 2018, session de rattrapage. L'exercice entre dans le cadre de la troisième unité, l'unité de la pollution, qui intéresse uniquement les élèves de la deuxième année PC. Comme vous le savez très bien, si vous regardez cette chaîne, les objectifs de tels exercices est de vous aider à vous entraîner à répondre aux questions de la partie 2, la partie la plus importante de l'examen national, c'est-à-dire le raisonnement scientifique et communication écrite et graphique. Et on va appliquer sur les ordures ménagères. Alors, petite intro et on passe à l'exercice. Voici comme d'habitude l'exercice en entier pour ceux qui sont prêts à faire un petit effort et répondre aux questions avant de voir la vidéo et consulter la correction. Passons maintenant aux détails de l'exercice. La question des ordures ménagères est quotidienne et touche chaque individu tant sur le plan professionnel que familial, car elle ne cesse de croître en quantité, en qualité et en nocivité. Dans le but de connaître l'impact des ordures ménagères sur l'environnement au Maroc et les techniques de traitement et de gestion de ces déchets, on propose les données suivantes. Le document 1 présente l'évolution du pourcentage de quelques composants des ordures ménagères au Maroc et la durée de vie de ces ordures dans la nature. Le document 2 montre les taux de la matière organique et de l'humidité des ordures ménagères au Maroc, en France et aux États-Unis. Voici les documents 1 et 2 et voyons que dit la première question. À partir du document 1, décrivez l'évolution de chaque composante des ordures ménagères au Maroc et montrez pourquoi elles présentent un risque pour l'environnement. Donc vous voyez que la première question concerne uniquement le document 1 et elle contient deux parties. Première partie, décrivez la description. La deuxième partie de la question, c'est montrer le risque. En quoi les ordures ménagères menacent-elles l'environnement? Passons à l'exploitation du document 1. Qu'est-ce qu'on a dans le tableau? D'abord, dans la première case, on a les composantes des ordures ménagères, matière organique, plastique, métaux, papier, carton. Dans les deuxième, troisième, quatrième et cinquième cases, on a les années 1960, 1999, 2004 et 2013. Et enfin, dans la dernière case, on a la durée de décomposition dans la nature. Alors, commençons par les matières organiques. Qu'est-ce que vous constatez? En 1960, il y avait 75%. En 1999, ça a diminué vers 70%. Puis en 2004, ça a encore diminué vers 65%. Mais en 2013, il y a une légère augmentation vers 70%. Donc on note cette première observation. Matière organique, faible diminution entre 1960 et 2004, puis légère augmentation entre 2004 et 2013. Alors pour le plastique, vous voyez 0,3%, ensuite 3%, ensuite 9%, ensuite 10%. Donc augmentation continue et importante du pourcentage du plastique. Donc pour le plastique, augmentation forte et continue de 0,3% en 1960 jusqu'à 10% en 2013. Pour les métaux, 0,4, 3, 4%, donc augmentation, et puis 2%, c'est-à-dire légère diminution. Donc augmentation entre 1960 et 2004, puis diminution entre 2004 et 2013. Et enfin, pour le papier carton, il est resté relativement constant entre 1960 et 1990, puis il a diminué continuellement jusqu'en 2013. Ah, donc papier carton, diminution importante et continue de 20% en 1999 jusqu'à 7% en 2013. Alors, en quoi ces ordures représentent une menace, un danger pour l'environnement, un risque pour l'environnement? Vous voyez la durée, la dernière case. Le plastique, il reste dans la nature environ 450 ans.
Donc il a besoin de 450 ans pour être décomposé. Les métaux également entre 200 et 500 ans. Donc des siècles, alors que la matière organique et le papier carton, c'est quelques mois, 3 à 6 mois pour les matières organiques et 3 à 12 mois pour le papier carton. Et donc on peut déduire que les ordures ménagères représentent un risque pour l'environnement car ils sont riches en plastique et en métaux qui exigent une longue durée de décomposition. On peut à présent répondre à notre première question et voici un exemple de réponse. D'après le document 1, on observe que le pourcentage des matières organiques des ordures ménagères a diminué faiblement de 75% à 65% entre 1960 et 2004, puis il a augmenté légèrement jusqu'à 70% en 2013. De même, on constate que le pourcentage du papier carton est resté constant entre 1960 et 1999, puis il a diminué nettement de 20% en 1999 jusqu'à 7% en 2013. En revanche, le pourcentage du plastique a connu une augmentation forte et continue de 0,3% en 1960 à 10% en 2013. Enfin, on note que le pourcentage des métaux a augmenté de 0,4% à 4% entre 1960 et 2004, puis a diminué jusqu'à 2% en 2013. Alors, la suite de la première question, comme elle a été posée, montrer pourquoi elle présente un risque pour l'environnement. Alors elle, c'est-à-dire les ordures ménagères. Alors on avait dit que les ordures ménagères représentent un risque pour l'environnement car ils sont riches en plastique et en métaux qui exigent une longue durée de décomposition dans la nature. C'est-à-dire qu'elles vont rester dans la nature pendant des centaines d'années. Dans ce cas, on dit qu'elles sont persistantes. Deuxième question en relation avec le document 2. En vous basant sur le document 2, comparez les taux de la matière organique et de l'humidité des ordures ménagères des trois pays et déduisez deux caractéristiques des ordures ménagères au Maroc. Donc vous voyez, là aussi, il y a deux parties dans la question. La comparaison et puis la déduction. Exploitons le document 2. Alors qu'est-ce qu'on voit dans le document 2? Tout à fait en bas, vous voyez, il y a le Maroc, la France et les États-Unis. Donc on va comparer les ordures ménagères des trois pays. Deuxièmement, on a deux rectangles. Le premier rectangle blanc dans le document représente la matière organique. Le deuxième, hachuré, il représente l'humidité, c'est-à-dire le pourcentage de l'eau dans les ordures ménagères. Alors pour le Maroc, on voit qu'il y a à peu près 80% de matière organique dans les ordures ménagères, alors qu'en France, on a à peu près 30%, 32%. Pour les États-Unis, c'est moins de 20, à peu près 18%. Donc, première constatation, le taux de la matière organique dans les ordures ménagères marocaines, environ 80%, est supérieur à celui des ordures françaises, 30%, lui-même supérieur à celui des ordures américaines, à peu près 18%. Alors, pour l'humidité, vous voyez que dans les ordures marocaines, on a à peu près 60%. Pour la France, on a à peu près 32%, à peu près. Pour les États-Unis d'Amérique, on a à peu près 30%. Donc, deuxième constatation, le taux d'humidité dans les ordures ménagères marocaines, d'environ 60%, est supérieur à celui des ordures françaises, 32%, et américaines, 30%. Donc, l'humidité dans les ordures françaises et américaines sont presque égales. Et donc, on peut déduire que les ordures ménagères marocaines sont caractérisées par deux choses. Premièrement, elles sont riches en matière organique. Et deuxièmement, elles ont une humidité élevée. On peut maintenant répondre à la deuxième question. Et voici un exemple de réponse. D'après le document 2, on constate que le taux de matière organique dans les ordures ménagères marocaines, entre parenthèses 80%, est supérieur à celui des ordures françaises, 30%, lui-même supérieur à celui des ordures américaines, à peu près 18%. De même,
on constate que le taux d'humidité des ordures ménagères marocaines, 60%, est supérieur à celui des ordures françaises, environ 32%, et des ordures américaines d'environ 30%. Deuxième partie de la deuxième question. On déduit que les ordures ménagères marocaines sont caractérisées d'une part par leur richesse en matière organique et d'autre part par leur humidité élevée. Et cette réponse va nous conduire à la question suivante. Question 3. D'après votre réponse à la question 2 et vos connaissances, proposez deux techniques adéquates pour valoriser, c'est-à-dire donner de la valeur. Valoriser les ordures ménagères au Maroc. Alors là, on est obligé de faire appel à nos connaissances, à nos acquis. Alors comment peut-on valoriser les ordures ménagères? Vous savez qu'il y a 4 techniques ou bien 4 procédés. Le premier, c'est le compostage ou bien la production de compost. C'est un procédé qui consiste à décomposer, à dégrader la matière organique en présence d'oxygène, c'est-à-dire par voie aérobie, par différents organismes vivants, parmi lesquels les vers de terre, les champignons, les bactéries, les insectes et ainsi de suite, et sa transformation en matière organique stable appelée compost. Alors ce compost est utilisé dans le domaine agricole comme fertilisant ou bien comme engrais. Le deuxième procédé, c'est la méthanisation ou bien la biométhanisation, c'est-à-dire la production de méthane, de biogaz, qui est très riche en méthane. Donc procédé qui consiste à décomposer les déchets organiques en absence d'oxygène, c'est-à-dire par voie anaérobie, par fermentation, grâce à des bactéries qu'on appelle bactéries méthanogènes, qui produisent un biogaz riche en méthane CH4. Alors le CH4, il sera utilisé pour produire de l'énergie, soit l'énergie thermique, soit électrique. Le troisième procédé, ou bien la troisième technique, c'est l'incinération. Donc l'incinération, il consiste à brûler les ordures ménagères, mais de manière contrôlée, dans un incinérateur, dans un four spécial où la température peut atteindre 800 à 1000 degrés Celsius, avec récupération d'énergie thermique ou bien qu'on peut convertir en énergie électrique. Dernière technique ou procédé, c'est le recyclage. C'est-à-dire on va réutiliser les déchets réutilisables tels que le verre, le papier, les métaux et ainsi de suite et les réintroduire dans les circuits industriels. Et donc notre réponse à la troisième question pourrait être la suivante. Les ordures ménagères marocaines étant riches en matière organique et ayant une forte humidité, on peut les valoriser grâce aux deux techniques suivantes. Première technique, ou bien premier procédé, le compostage qui permet de les transformer en compost utilisé dans le domaine agricole comme fertilisant ou engrais. Deuxième technique, la biométhanisation ou bien méthanisation tout court, qui permet de produire du biogaz riche en méthane, CH4, utilisé comme source d'énergie thermique ou électrique. Et remarquez que je n'ai pas choisi l'incinération, car les ordures ménagères marocaines sont caractérisées par une forte humidité. Ils contiennent beaucoup d'eau, donc il vaut mieux ne pas utiliser l'incinération. Deuxième partie de l'exercice. Les lixivias issus des ordures ménagères au Maroc constituent l'une des contraintes majeures à la gestion des décharges publiques, parmi elles la décharge du Grand Agadir. Des études ont été faites dans le but de développer une technique de traitement des lixivias par aération intensive, technique relativement simple et peu coûteuse illustrée par le schéma du document 3. Voici le document 3. Alors, le document 4 montre les résultats de l'effet de l'aération intensive des lixivias issus des déchets ménagers du Grand Agadir sur la DBO5, figure A, et la DCO, figure B. Voici notre document 4 avec les deux figures. Et voici la question numéro 4. En vous basant sur le document 4, comparez l'évolution de la DBO5 et DCO dans les lixivias aérés et les lixivias témoins. Cinquième et dernière question. En vous appuyant sur les documents 3 et 4 et sur vos connaissances, expliquez la variation de la DBO5 et de la DCO dans les lixivias aérés. Alors, petit rappel sur le lixivia. Qu'est-ce que c'est que le lixivia?
C'est un liquide. C'est le liquide qui est produit par les ordures ménagères, soit sous l'effet de la pression, soit par infiltration de l'eau de pluie. Ce liquide contient des substances chimiques dont certaines peuvent être toxiques. Il contient également des micro-organismes dont certains peuvent être des germes pathogènes, des bactéries, des champignons, des virus et ainsi de suite. Et donc le lixivia représente une menace pour le sol et pour les eaux, que ce soit les eaux superficielles ou bien les eaux souterraines. Alors, exploitons le document 4 et commençons par la figure A. Alors, qu'est-ce qu'on étudie dans la figure A? D'abord, il faut voir la DBO5 en milligrammes par litre. Alors ici, on se demande qu'est-ce que c'est que la DBO5. Alors, je vais discuter cette notion de DBO5 tout de suite quand on attaquera la 5e question où on nous demande d'expliquer. On a aussi le entrée plein, les lixivia aérés, et entrée discontinue, ou bien on tirait les lixivia témoins. Alors au début, la DBO5 avait la même valeur dans les deux lixivia, c'était environ 43 000 mg par litre. Par la suite, on constate qu'il y a une diminution des deux DBO5, ou bien de la DBO5 dans les deux lixivia. Donc diminution de la DBO5 dans les deux lixivia en fonction du temps. Mais on constate que le lixivia aéré, la diminution de la DBO5 était plus importante. Et à la fin, après 60 jours, elle devient presque nulle. Alors que le lixivia témoin, il reste quand même environ 8000 mg par litre. Donc la DBO5 du lixivia aéré s'annule après 60 jours, presque, alors que celle du lixivia témoin reste relativement élevée, environ 8000 mg par litre. Donc la DBO5 du lixivia aéré diminue plus rapidement et plus fortement que celle du lixivia témoin. Alors, passons à la figure B. Alors qu'est-ce qu'on a dans la figure B? Qu'est-ce qu'on étudie? La DCO. Encore une fois, qu'est-ce que c'est que la DCO? On va discuter dans la 5e question. Alors on a les lixivia aérés, les lixivia témoins. Au début, ils avaient la même valeur, à peu près de 70 000 mg par litre dans les deux lixivia. Ensuite, la DCO diminue dans les deux lixivia. Et donc diminution en fonction du temps. On vient avec le temps. Mais dans le lixivia aéré, la diminution a été beaucoup plus forte, beaucoup plus marquée. À la fin, elle devient presque nulle après 60 jours, alors que dans le lixivia témoin, elle reste assez élevée, environ 42 000. Donc la DCO du lixivia aéré s'annule après 60 jours, alors que celle du lixivia témoin reste élevée, environ 45 000 mg par litre, même après 60 jours. Et donc on peut dire que la DCO du lixivia aéré diminue plus rapidement et plus fortement que celle du lixivia témoin. On peut résumer la réponse à la 4e question comme ceci. On observe d'après les figures A et B du document 4 que la DBO5 et la DCO étaient identiques au début dans les deux lixivia, puis elles diminuent avec le temps. Mais dans le lixivia aéré, elles diminuent plus rapidement et de manière plus importante en comparaison avec celle du lixivia témoin. La suite de notre réponse. Après 60 heures, la DBO5 et la DCO du lixivia aéré s'annulent, presque, alors que celle du lixivia témoin reste relativement élevée. 5e et dernière question. En vous appuyant sur les documents 3 et 4 et sur vos connaissances, expliquez la variation de la DBO5 et de la DCO dans les lixivia aérés. Alors, qu'est-ce que c'est que la DBO5? Qu'est-ce que c'est que la DCO? Là, on va avoir besoin de nos connaissances, de nos acquis. Alors, on va prendre 1 litre d'eau polluée par de la matière organique. Je dis bien l'eau polluée par la matière organique. On va fermer notre récipient. On va bien fermer le récipient. On va mettre un cache qui va bloquer la lumière.
et on va utiliser une sonde à oxygène reliée à un oxymètre pour mesurer la concentration de l'oxygène. Par exemple, dans notre exemple ici, on a trouvé par exemple 145 mg d'oxygène dans ce litre d'eau polluée. On va laisser notre eau pendant 5 jours à l'obscurité et à 20 degrés Celsius. Alors pourquoi l'obscurité? C'est pour empêcher les végétaux qui vivent dans cette eau de produire l'oxygène par photosynthèse. 20 degrés, c'est la température adéquate, convenable aux organismes vivants, surtout les bactéries qui vivent dans l'eau. Après ces 5 jours, on trouve par exemple le volume d'oxygène final, c'est 82 mg uniquement. Donc la concentration d'oxygène à la fin, c'est 42 mg dans ce litre d'eau polluée. Alors que s'est-il passé pendant les 5 jours? Les bactéries surtout ont dégradé la matière organique. Donc la quantité de matière organique diminue dans cette eau, mais en consommant l'oxygène et en produisant le CO2. Et donc le volume d'oxygène diminue. Donc notre DBO5, c'est quoi? C'est le volume d'oxygène initial, 145, moins le volume d'oxygène final, 82. Et donc c'est 63. Donc nos bactéries ont consommé 63 mg d'oxygène pour décomposer, pour dégrader, pour oxyder la matière organique polluante. Et donc plus la DBO5 est élevée dans une eau, plus cela indique que la quantité de matière organique est polluante est élevée. Et donc plus votre eau est polluée. Le degré de pollution de l'eau est élevé. Alors, pour résumer, la DBO5, c'est d'abord la demande biochimique ou bien biologique en oxygène pendant 5 jours. C'est le volume d'oxygène consommé par les bactéries aérobies en 5 jours pour oxyder la matière organique qui pollue l'eau. Et donc, ce qu'on va retenir, c'est que une DBO5 élevée indique une eau polluée par la matière organique biodégradable. Alors, DCO, qu'est-ce que c'est que la DCO? C'est la demande chimique en oxygène, c'est-à-dire le volume d'oxygène utilisé pour oxyder chimiquement la matière organique qui pollue l'eau. Parce que certaines matières organiques ne sont pas biodégradables. Les bactéries ne peuvent pas les dégrader. Et donc on utilise une oxydation chimique. Et de la même manière, une DCO élevée indique une eau polluée par la matière organique oxydable. C'est-à-dire qu'on peut oxyder. Donc, passons à l'exploitation du document 3. Qu'est-ce qu'on a dans le document 3? Lixivia aéré et lixivia témoin. Quelle est la différence? Le lixivia aéré, vous voyez qu'il reçoit de l'air à partir des aérateurs, alors que le lixivia témoin, il ne reçoit pas ce courant d'air. Donc, première constatation, le lixivia aéré reçoit un courant d'air généré par les aérateurs du dispositif d'aération, alors que le lixivia témoin ne reçoit pas ce courant d'air. Vous voyez que la réponse se trouve dans le document. Donc ici, il faut un petit peu réfléchir. Si le lixivia reçoit de l'air, ça veut dire l'aération, ça veut dire oxygénation. Donc il reçoit l'oxygène. Et l'oxygène, il va activer les bactéries aérobies, il va leur permettre de dégrader la matière organique avec plus d'efficacité. Et donc la quantité de matière organique va diminuer et par conséquent, la DBO5 va diminuer. Pour la DCO, la réponse, encore une fois, se trouve dans le document. Il suffit de lire la remarque. La force du courant d'air généré par les aérateurs du dispositif d'aération contribue à la dégradation des matières oxydables. Oxydation des matières ou bien dégradation des matières oxydables, c'est la DCO. Donc il suffit de prendre cette phrase et la considérer comme réponse. Donc si on dégrade la matière organique oxydable, donc automatiquement la DCO va diminuer. Ainsi, la réponse à la cinquième question pourrait être la suivante. On peut expliquer la diminution de la DBO5 dans le lixivia aéré par le fait que l'aération induit son oxygénation, c'est-à-dire l'oxygénation du lixivia, c'est-à-dire son enrichissement en oxygène qui permet aux bactéries aérobies d'oxyder la matière organique biodégradable dont la concentration diminue avec le temps. La suite, pour la DCO, la diminution de la DCO dans le lixivia aéré peut être expliquée par la force du courant d'aération,
qui contribuent à la dégradation des matières organiques oxydables dont la concentration diminue avec le temps. Et voilà, l'exercice nous a donné l'occasion de discuter certaines notions importantes telles que les ordures ménagères, le compostage, le biogaz, l'incinération, le recyclage, l'ixivia et surtout des BO5 et des CO, deux notions à ne pas oublier. J'espère que l'exercice vous sera utile. On se verra, Inch'Allah, dans une prochaine vidéo.